Nous allons démarrer. Donc, pour démarrer, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Et merci de participer à ce webinaire organisé à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la douleur. Mal partout, mal tout le temps, en France et dans le monde entier, un adulte sur 5 souffre quotidiennement de douleurs modérées à sévères. Dans une société qui se digitalise à un rythme très soutenu dans tous les secteurs d'activité, la transformation numérique de la santé est aujourd'hui en phase d'accélération et la santé n'échappe pas à la capitalisation et à la prolifération des données. Les données de santé proviennent de multiples sources. Elles sont disparates et d'une grande diversité de formats, car souvent recueillies pour un usage bien spécifique, qu'elles soient issues des professionnels de santé ou des personnes elles-mêmes. Face à la multiplication des sources de production des données de santé et le développement de nouvelles pratiques, des questions se posent de 3 ordres, en termes d'usage, en termes de sécurité et en termes d'exploitation. Comment répondre aux enjeux liés à la production des données massives de santé? C'est précisément l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui autour du thème « Douleur chronique et qualité de vie, les données connectées au cœur de la prise en charge ». Donc, je vais me présenter, je m'appelle Pascal Marie, je serai votre modérateur et je m'occupe du développement commercial chez Neo4j et je suis très heureux d'accueillir et de présenter les intervenants. Tout d'abord, Laurence Serguerard, cofondatrice et PDG de Doulou. Elle est en charge à la fois de la stratégie, du développement et du management des équipes. Laurence a une expérience en industrie pharmaceutique dans des fonctions marketing et commerciales. Elle a été consultante en stratégie et communication. Elle a un double cursus universitaire de docteur en pharmacie et spécialisée en gestion, marketing et commercial. Laurence a également une formation d'executive coach et d'hypnothérapeute. Nicolas Rouillère est senior pre-sales, architecte de solutions chez Neo4j. Il est expert en big data, machine learning, intelligence artificielle et il a été senior architecte chez Orange. Il a travaillé pendant 10 ans sur différents projets Neo4j. Et il a passé plusieurs années en tant qu'ingénieur logiciel et consultant dans une SSDI majeure française. Nicolas est aussi co-auteur de 3 livres sur le graphe, sur Neo4j, sur des données et des graphes, prise en main, déploiement, et également titulaire d'une maîtrise en informatique à l'université de Nancy. Donc, Laurence nous aidera lors de ces webinaires à comprendre les atouts et les bénéfices de la base de données graphes Neo4j pour les patients et les soignants. Et Nicolas nous aidera à travers les bases de données graphes à améliorer l'expérience utilisateur et permettre de personnaliser la prise en charge. Quelques informations préalables pour le bon déroulement du webinaire. Donc déjà, il se déroulera sous forme d'un débat libre, sous forme de 8 questions, 8 réponses, pour favoriser le dialogue pendant 45 minutes. Et il suscitera très certainement des questions de votre part auxquelles nous répondrons lors de la deuxième partie de cet événement. N'hésitez surtout pas, sur la droite de votre écran, à poser des questions au fil de l'eau à travers le chat. Et nous vous informons que ce webinaire est enregistré et que la présentation et cet enregistrement vous seront envoyés à l'issue de ce séminaire. Donc, j'ai une première question pour Laurence. Quelle est la problématique liée aux données à laquelle Doulou faisait face? Merci Pascal et bonjour à tous. Avant toute chose, j'aime à rappeler que Doulou est né de constats observés sur le terrain et surtout de ma rencontre avec des patients et des spécialistes de la douleur chronique. De l'errance médicale à une expérience empreinte de désespoir et d'isolement, j'ai personnellement été profondément marquée par le vécu des patients. Alors en 2 ans, l'idée a mûri, l'enthousiasme et le soutien des experts ont décuplé mon énergie et mon audace. Et c'est ainsi que, soutenu par BPI France, la ville de Paris, le Crédit du Nord,
et CTO Partners, qui est le premier fonds de Tech Angels, que l'histoire a démarré et l'équipe s'est constituée. Alors, Doulou, c'est quoi d'abord? Eh bien, Doulou, c'est une plateforme web mobile d'accompagnement et de suivi du patient douloureux chronique tout au long de son parcours de vie pour mieux le soulager et améliorer sa qualité de vie. Le patient est au cœur du programme et nous misons tout d'abord sur le renforcement de son autonomie pour l'aider à prendre de la distance vis-à-vis de ses douleurs et l'engager dans une spirale positive pour retrouver une vie normale. Alors, grâce à une technologie unique, eh bien, nous allons découvrir les atouts tout au long de ce webinaire et voir comment on a mis ça en place dans Doulou. La plateforme propose en temps réel des activités quotidiennes et des recommandations personnalisées qui mettent le patient en position active au cœur d'un cercle vertueux vers la réalisation de son objectif de vie. Et puis le deuxième volet, c'est nous misons également sur la collaboration du patient aux soins avec son équipe de soins dont il souhaite s'entourer. Le médecin traitant, le médecin de la douleur, le pharmacien, le kiné, le psychologue, l'infirmière douleur, pour qu'ils deviennent acteurs à part entière de sa prise en charge en faveur aussi d'un suivi rapproché. Et puis, depuis leur espace, les soignants disposent d'outils. Nous allons y revenir tout au long de ce webinaire aussi. Des outils de décision pour les guider dans leur démarche de diagnostic et thérapeutique. La plateforme apporte aux patients et aux soignants également des informations, des méthodes, de l'échange pour travailler en équipe et suivre la progression du patient. Merci Laurent. Donc je vois qu'on rentre très rapidement au cœur du sujet, mais plus concrètement, quelle est votre vision de la prise en charge du patient et comment procédez-vous pour solutionner la problématique spécifique de la douleur chronique? Notre vision repose sur 3 piliers. Tout d'abord, c'est penser systémique. Penser systémique, c'est se donner les moyens d'appréhender le patient dans toute sa singularité et son individualité pour mieux le comprendre et mieux l'accompagner dans son parcours. Pourquoi? Eh bien, la douleur, c'est une maladie complexe. C'est la définition. Elle est subjective, elle est individuelle, elle est modulée par le parcours de chacun. Et puis, la personne, bien qu'elle présente une maladie, eh bien, elle est avant tout un être humain, avec son histoire, son ressenti, son contexte de vie, sa vie professionnelle, sa vie personnelle, ses pensées, ses émotions, ses représentations. Et penser systémique, c'est pour moi une évidence. Penser systémique, c'est aussi regarder le patient dans son environnement et prendre en compte tout ce qui se passe, toutes les interactions qui existent avec son équipe de soins sur un plan psychologique, sur un plan cognitif, sur un plan social. Donc voilà, penser systémique, c'est considérer le patient comme un tout et considérer la prise en charge comme un deuxième tout. Ensuite, le deuxième volet, c'est le pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir, c'est autonomiser le patient parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, s'il ne veut pas se prendre en main, eh bien, on n'y arrivera pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, avec Doulou, on va développer le potentiel du patient, le mobiliser, on va l'engager. Pour moi, c'est une clé de voûte pour une prise en charge de qualité et surtout permettre une progression en pleine conscience. Alors, ça n'est pas que l'éducation thérapeutique, on pourra peut-être y revenir, mais le pouvoir d'agir, c'est améliorer les connaissances, développer les compétences, mais c'est aussi se donner les moyens de se fixer un cap, donner les moyens aux patients d'adopter la bonne posture, une posture positive, donner aux patients les moyens d'identifier lui-même les leviers qui le feront progresser, et puis c'est lui permettre aussi d'avancer à son propre rythme, en pleine conscience, eu égard ses objectifs de qualité de vie. Alors d'emblée, on voit tout de suite qu'il est nécessaire, utile que le programme soit individualisé, personnalisé au maximum. Le troisième pilier de notre vision, c'est la prise en charge que nous souhaitons personnaliser au maximum pour coller aux besoins du patient. Les prises en charge standardisées, stop. Comment? Eh bien, nous allons confronter tout ce qui se passe dans la vie réelle du patient au référentiel, c'est-à-dire en combinant les données de vie réelle, celles qui sont générées dans la vraie vie,
aux données issues des essais cliniques. Alors, les données de la vraie vie, les données de la vie réelle, on va certainement en parler de plus en plus, c'est quelque chose d'essentiel puisqu'elles vont apporter des informations complémentaires à tout ce que l'on a, tout ce qui existe en termes de référentiels. Ça peut être des médicaments, les recommandations. Les données de la vie réelle, c'est les données cliniques issues du dossier médical, à l'occasion des soins de routine, c'est les données d'information administrative, les traitements, les prises en charge, les procédures de pharmacovigilance, c'est aussi toutes les données que le patient, avec lequel il est issu des objets connectés ou collectés sur le web, les réseaux sociaux, les forums, etc. Alors, de cette vision, eh bien, la problématique finalement, elle est assez claire. Il nous s'agissait, pour Doulou, d'identifier la technologie qui nous permette d'abord d'analyser des données en un très grand nombre sans perte de performance. Ça, c'est le premier point, mais c'est presque un prérequis dans la santé. C'est aussi explorer en profondeur et croiser des données issues de différentes sources, on l'a vu, on vient de le voir, de différents formats, pas uniquement des chiffres. Une data, c'est aussi du texte, c'est aussi un ressenti, c'est aussi une image. Donc des datas qui sont très hétérogènes et de quantité infinie, et j'ajouterai sans a priori. Le troisième item de cette problématique, eh ben, c'était d'identifier les corrélations les plus intimes, les plus fines, pour parvenir à une connaissance parfaite du patient, tant sur le plan clinique, il a une maladie, mais aussi de son comportement. On a vu tout à l'heure que penser systémique, c'était essentiel aujourd'hui si on voulait aller plus loin dans la prise en charge. Voilà, donc je crois que ça, c'est vraiment la problématique. Et puis derrière, eh bien, il est utile de pouvoir mettre en place des algorithmes qui vont nous permettre de faire de la prédiction, tant sur le plan thérapeutique, guérir, soigner, améliorer la qualité de vie des patients diagnostiqués, et puis agir en amont, parce que si on n'intervient pas en amont, eh bien, ça n'est pas notre job d'être professionnel de santé. Donc, on va intervenir aux côtés des soignants pour optimiser le diagnostic en identifiant, par exemple, plus précocement les patients les plus vulnérables, en identifiant quels sont les facteurs de risque, quels sont les déterminants des douleurs neuropathiques nociplastiques, en identifiant les stratégies thérapeutiques les plus efficientes en fonction du profil utilisateur et pas que la maladie. Alors, bien évidemment, je passe sur les prérequis techniques en termes d'évolutivité, de maintenabilité, de vitesse de calcul. Personnellement, j'ai été ébahi par la capacité de Neo4j à visualiser les données que nous stockions et les relations entre les différents points de données. En fait, ça a transformé nos propres analyses et lors de l'Innovation Lab que nous avons mis en place, eh bien, on a montré aux patients et aux professionnels de santé qui y ont participé la richesse des données et le genre de requêtes que nous pouvions faire. J'en profite pour remercier à nouveau les représentants des associations de patients, Fibromyalgie France, AFLAR, les patients qui ont participé, et puis les médecins et les soignants qui nous ont aidés à construire notre modèle de données et puis à optimiser l'expérience utilisateur. Merci Laurence. Donc on voit bien qu'à travers la pensée systémique, le pouvoir d'agir globalement avec une prise en charge, avec une granularité très fine, sont des points importants. Mais là, je me tourne vers Nicolas. En quelques mots, quels sont les atouts de la technologie Neo4j pour y répondre et quels sont les grands principes de son champ d'action de ces technologies? Oui, merci Pascal. Bonjour à tous. Je vais reprendre un peu quelques mots de Laurence. L'analyse systémique d'abord. Le corps humain est un système complexe. Il n'y a pas de système plus complexe que l'être humain aujourd'hui. Et qui dit système complexe dit souvent graphe. Essayer de corréler des informations qu'on a eu tendance en médecine à saucissonner dans différentes spécialités. Donc, au lieu d'avoir ce saucissonnage du patient par spécialité, par
différentes maladies qui ne sont pas reliées entre elles, eh bien, on va avoir des informations reliées. Et on dit souvent que dans Neo4j, la valeur des données, elle est dans les relations, dans ces connexions de données. Donc Neo4j, c'est une base de données de graphes. On est l'inventeur du graphe de propriété, ce qu'on appelle le graphe de propriété. C'est-à-dire, au lieu de stocker les données dans des lignes et des colonnes, dans des tables avec des colonnes, eh bien, on va les stocker sous forme de nœuds et de relations. C'est comme quand vous êtes au tableau blanc, vous dessinez un rond pour un patient, par exemple, et puis un autre rond, une maladie. Et puis, vous allez tracer une flèche entre les deux ronds. Le patient souffre d'une maladie. Eh bien, ce que vous pouvez dessiner, nous, on peut le stocker. Et tout est stocké sous forme de graphe du sol au plafond. Donc, il n'y a pas de distorsion entre ce qu'on conçoit, donc le modèle conceptuel, et le modèle physique. Alors, grâce à cette approche basée sur la relation, Neo4j permet de créer ce qu'on appelle des graphes de connaissances et de les exploiter. On fait des graphes de connaissances, par exemple, sur les publications médicales, sur les médicaments. Et puis, une fois qu'on a ces graphes de connaissances, on peut faire des recommandations en temps réel, recommandations dont parlait Laurence, notamment pour les patients, essayer de recommander des thérapeutiques personnalisées. Alors, je vais pas faire un très long discours. Je vais essayer de vous montrer une petite démonstration. Et puis, vous partagez mon écran avec une interface de visualisation par-dessus Neo4j qui s'appelle Bloom et qui permet d'explorer le parcours de soins des patients douloureux chroniques. Je vais juste rajouter quelques mots, hein, c'est-à-dire que pour pouvoir améliorer la prise en charge des patients douloureux chroniques, il faut à la fois une démarche globale avec sur des cohortes de patients, comprendre comment les patients interagissent avec leur maladie, avec leur douleur, avec leur thérapeutique, avec leurs professionnels de santé, comment ces professionnels de santé peuvent aussi interagir entre eux. Donc tout ça, c'est finalement les connexions autour du patient. Et puis finalement, de manière globale, il y a aussi une compréhension de tous les patients douloureux chroniques. Alors, essayer de retrouver des choses qui sont communes, des similarités, et utiliser pour ça les algorithmes de graphes. Donc pour ça, on a conjugué des données très, très hétérogènes qui provenaient à la fois des patients, des médecins, de leur parcours de vie et pas seulement de leur parcours de soins, puisque dans les données réelles qu'on a injectées dans Neo4j, il y a aussi des choses qui sont du domaine du ressenti. Et moi, ce qui m'a marqué dans l'Innovation Lab qu'on a fait avec Doulou, c'est finalement un médecin qui a dit nous, on a 50% de la vérité. Le patient en a aussi 50%, et c'est le fait de rapprocher cette vérité subjective qu'on va arriver à quelque chose de vraiment, vraiment complet. Alors, mais j'arrête là mon discours et je vais partager mon écran et je vais vous montrer un petit peu comment on peut suivre un patient douloureux chronique. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une interface qui s'appelle Bloom, avec sur la droite un certain nombre de catégories qui représentent tous les nœuds qu'on va gérer dans le graphe. Alors, je vais afficher tout de suite le parcours de soins d'un patient. Et je me retrouve avec un patient ici qui est relié à des événements en orange. Le patient en vert, les événements en orange. Donc, si je vois tous les événements qui sont vécus par le patient. Et puis, ces événements, vous voyez qu'ils sont horodatés. Donc, ce que je peux faire, c'est révéler justement des relations de suivi. Et je me rends compte qu'en enlevant le nœud patient, je me rends compte que j'ai une sorte de
qu'on appelle une timeline, une séquence dans le temps d'un certain nombre d'événements. Et je vais la représenter de façon séquentielle, comme ça. Et puis, tout autour de ces événements, il va y avoir les dimensions autour de ces événements qui peuvent être autour de la douleur, autour de la nutrition, autour de la prise de médicaments. Donc, on va pouvoir développer autour de ces événements tout un tas de dimensions supplémentaires qui vont favoriser le suivi du patient. Ainsi, je peux révéler la nutrition, le ressenti en termes de vie, en termes de quantitatif. Est-ce que j'ai vécu des crises? Quelle a été la qualité de mon sommeil? Quelle est ma situation familiale et professionnelle? Est-ce que je fais de l'activité physique? Est-ce que j'ai des activités sociales, notamment bénévolat ou autres? Voilà. Et donc, je vais pouvoir étendre toute cette timeline et me rendre compte que tout autour des événements en orange, vous avez un certain nombre de dimensions particulières, d'observations qui sont dans la plateforme Doulou et qui font partie du suivi patient. De même, il y a également des rendez-vous médicaux avec des prescriptions médicamenteuses, etc. Et puis, on peut voir ici en particulier le suivi des crises. Voilà, j'ai avec un mal au ventre, par exemple, où il est situé. Donc, ça peut aller vraiment très, très précisément où est-ce que j'ai ressenti de la douleur. Et on va essayer de comprendre pourquoi, notamment avec cette notion de timeline, puisque comprendre pourquoi, ça veut dire aussi regarder les événements qui ont précédé une crise et essayer de montrer au patient, de lui faire conscientiser que des événements de nutrition, par exemple, ou des événements de prise d'alcool, de sucre, ou alors l'activité physique, peuvent avoir une influence particulière pour lui ou elle. On ne prétend pas révéler des généralités, il faut plus de cohortes de patients, mais en tout cas, conscientiser ce qui se passe pour moi dans ma douleur chronique, superposer par exemple l'affichage de courbes de ressenti de douleur avec les crises, avec la nutrition, avec le sommeil. Et là, en tant que patient, je vais comprendre quels sont les ressorts qui font que j'ai une douleur qui est supportable, une douleur qui est pas du tout gérable, au contraire. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, avant de repasser la main à Pascal et à Laurence, c'est justement qu'on peut essayer de faire des liens entre la nutrition et le sommeil. Justement, parce qu'on va avoir un certain nombre d'événements pour un patient, avec des événements de nutrition, et puis tous ces événements de nutrition. Donc ça, c'est pour un patient en particulier. Et vous voyez que j'ai des événements qui sont un petit peu colorisés différemment. Et alors, ce que j'ai fait, j'ai créé une règle. Si jamais j'ai une prise d'alcool, alors je vais appliquer une taille 2 fois plus grande sur le nez. Donc, on a des nœuds un peu plus grands. Et puis également, j'ai une autre règle qui va concerner la prise de sucre. Et dans ces cas-là, bien effectivement, pour une prise de sucre, je vais avoir une couleur qui est un peu plus foncée ici. D'accord. Et donc, quand je prends tous ces événements de nutrition, que je les relie aux événements du patient, d'accord, eh bien, je vais pouvoir essayer d'expliquer notamment le fait de ressentir des crises. Donc, on se rend compte ici que, en fait, on a un patient qui ressent énormément, presque tous les jours, des crises au niveau de la douleur. Et puis, on peut essayer de justement représenter au fur et à mesure
quelle a été la qualité de son suivi nutritionnel. On voit ici que c'est très important de collecter ces données quelque part un peu tous les jours pour mieux comprendre si on peut superposer des courbes de nutrition et de qualité de sommeil, de ressenti des crises. Voilà, expliquer grâce à la collecte de données spécifiques pour le patient. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Écoute, merci Nicolas, c'est très clair, mais c'est vrai qu'on a envie d'en savoir beaucoup plus, notamment comment avez-vous réussi à consolider ces données éparses et à en tirer la substantifique moelle et en même temps coordonner tous les différents points de vue. Alors, d'abord, il faut dire que les données qu'on a superposées, c'est à la fois des données réelles de suivi qui sont issues de la plateforme Doulou. C'est aussi finalement ce graphe de connaissances autour du patient, il a été forgé avec des sources externes comme des bases de données de médicaments et puis aussi des informations de localisation qui permettent de faire des recommandations personnalisées basées sur la localisation et notamment dans mon parcours de soins douloureux chroniques. La première chose à faire, c'est d'avoir un médecin traitant, mais peut-être aussi d'avoir une association de suivi de la douleur, un centre de suivi de la douleur qui ne soit pas trop loin de chez moi. Quand ça m'arrive, peut-être que je suis démuni et que je n'ai pas toutes ces informations. Donc, il faut des recommandations personnalisées en fonction de ma situation personnelle, mais aussi de ce qui se trouve sur le territoire. Le modèle de données, il donne une vision systémique du patient. Il permet de comprendre les interactions du patient avec les professionnels de santé, de fournir des recommandations personnalisées et ce qu'on appelle des outils d'empowerment. Empowerment, ça veut dire pouvoir se prendre en charge, et pas seulement qu'on me prenne en charge, pouvoir comprendre ma maladie, avoir par exemple des formations, des recommandations de formation basées sur un système LMS qui vont augmenter le pouvoir d'agir du patient. Donc, cette cartographie tout autour du patient va permettre une thérapeutique spécifique et personnalisée et on va mesurer les résultats à partir du ressenti patient, mais aussi des diagnostics des thérapeutes. Voilà. Donc, l'idée, c'est ces recommandations, elles vont être affinées au cours du temps parce qu'on va en voir les résultats, on va mesurer les résultats. Ce n'est pas juste des recommandations en l'air. Continuer le suivi et continuer d'enregistrer des événements de suivi va permettre de mesurer que les recommandations sont efficaces. Et là, dans ces cas-là, je le redis, mais la voix du patient, elle compte autant que celle des praticiens. Et les praticiens ont l'opportunité, via la plateforme Doulou, d'échanger avec les patients, mais aussi d'échanger entre confrères. Laurence, tu veux rajouter quelque chose ? Ça me semble clair. Très bien. Donc, dans ce cas, moi, j'ai une question pour Laurence. On voit qu'on arrive à avoir une vision pertinente, on arrive à la traduire, à la modéliser, mais qu'est-ce qui vous a amené à cette vision ? Merci Pascal. Notre réflexion a été guidée par la définition de la douleur chronique. La définition dont la plus connue est celle de l'IASP et les pratiques actuelles. En effet, la douleur chronique n'est pas simplement une douleur aiguë qui dure longtemps. Alors, j'enfonce un peu des portes ouvertes en disant ça. Mais tout comme la sensation de faim, qu'elle soit produite par de l'hypoglycémie ou par de l'inquiétude, eh bien, elle est vraie et indiscutable. Donc, ne pas connaître l'origine de la douleur, eh bien, ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Aucune douleur n'est imaginaire, aucune douleur n'est psychosomatique. Et comment aujourd'hui, en France, on peut encore accepter que sur les 9-12 millions de Français qui souffrent quotidiennement, et c'est quand même pas rien, 70% d'entre eux, c'est-à-dire 3 sur 4, sont en errance diagnostique ou thérapeutique. Tandis que l'impact de la douleur chronique sur la qualité de vie est dévastateur. Des études assez récentes montrent que chez les patients douloureux chroniques, la qualité de vie est bien plus altérée que d'autres maladies chroniques. On oublie de le dire,
comme le diabète ou l'hypertension artérielle. Donc, je tiens à le souligner. Et puis, comme on l'a dit à plusieurs reprises, la personne douloureuse chronique, eh bien, c'est aussi une personne avec sa singularité, sa complexité. Et les progrès scientifiques aujourd'hui en neurosciences, en biologie des systèmes, eh bien, montrent bien que les symptômes résultent d'interactions entre des fonctions altérées et des effets, pour maintenir un équilibre homéostasique. Et je pense que ça aussi, on l'oublie un peu trop facilement. Donc, dans le cas de la douleur chronique qui est de construction multidimensionnelle, modulée par le parcours de vie, eh bien, il faut regarder autrement le patient et c'est la raison pour laquelle Doulou travaille sur cette vision, en considérant le patient dans son contexte, selon une vision plus systémique, où l'ensemble des facteurs eh bien, s'entrecroisent, mais se regardent sur un même pied d'égalité. On ne peut pas aujourd'hui regarder un patient douloureux chronique en le réduisant à un symptôme isolé ou encore à une vision psychologique que l'on peut en avoir. Alors, manque de temps, manque de connaissances, manque d'écoute, c'est vrai que tous ces paramètres bio, psychosociaux qui jouent un rôle majeur dans le déclenchement ou le renforcement de la douleur, aussi les survenues de signes associés, eh bien aujourd'hui sont insuffisamment prendre en compte et c'est assez préjudiciable pour le patient. Pourtant, la douleur, c'est quand même le premier motif de consultation en médecine générale. C'est un symptôme qui est transversal à de nombreuses pathologies. De notre côté, nous en avons identifié presque 30, même si on ne va pas les aborder tous de la même manière et on va privilégier certaines douleurs pour démarrer, puisqu'il faut démarrer avec des modèles. Et en tout cas, si la France a été pionnière en matière de prise en charge de la douleur, eh bien aujourd'hui, on perd du terrain et le principal corollaire, même si la prise en charge pluridisciplinaire est effectivement délivrée en structure spécialisée, eh ben, il y a 97% des patients douloureux qui consultent leur médecin traitant et pour lesquels les prises en charge sont standardisées autour d'antalgiques et de co-antalgiques. Je passe sur les effets secondaires, l'addiction, l'escalade thérapeutique que ça peut engendrer. Aujourd'hui, a-t-on, les patients ont-ils plusieurs soignants qui partagent leur feuille de route et qui travaillent en synergie? Moi, je ne crois pas. Qui permettent d'évaluer la progression du patient ensemble avec le patient. Est-ce qu'aujourd'hui, on associe le patient aux soins dans une relation de partenariat? Eh bien, tout ça, on va pouvoir le faire avec Doulou. Et puis, un dernier point qui concerne l'éducation thérapeutique qui aujourd'hui fait partie intégrante de la prise en charge du patient chronique. Eh bien, aujourd'hui, d'abord, c'est quasi exclusivement à la ville, donc avec des programmes qui concernent essentiellement le diabète, le cardiovasculaire, le respiratoire. Et je me souviens d'un colloque de Agnès Buzyn en janvier 2018 qui disait que l'éducation thérapeutique devait être généralisée sans être standardisée. Et ça, c'est très fort et c'est tout à fait ce que nous allons faire. L'éducation thérapeutique, elle doit être centrée sur la maladie, mais également sur le patient lui-même, ses objectifs, la manière dont il avance. Voilà, donc pour toutes ces raisons, eh bien, il nous est apparu essentiel de construire un programme qui va être capable de reconnaître le patient dans sa douleur avec une approche systémique qui prenne en compte ce qui se passe dans la vie réelle et qui permette de l'accompagner de manière personnalisée tout au long de son parcours de vie pour qu'il devienne autonome progressivement et en pleine conscience. Et puis d'y associer de manière transversale les équipes de soins avec autour du patient en leur fournissant des outils de communication, des outils d'échange et d'aide à la décision diagnostique et thérapeutique. Merci Laurence. Mais alors moi, il me vient une sixième question. Mais alors, comment cette problématique et cette vision a-t-elle été résolue? Alors, je vais commencer par répondre et puis Laurence complétera. Donc, on a commencé par un Innovation Lab, un labo d'innovation qu'on a effectué avec Doulou, avec la participation de patients douloureux chroniques et avec des médecins. Alors, le principe de l'Innovation Lab,
c'est un sprint de 3 jours et demi qui aide les entreprises à créer l'innovation à partir de données connectées, en partant du besoin métier jusqu'à la construction d'un prototype et en passant par un modèle de données connectées, un modèle de données graphes. Donc, l'idée, c'est vraiment d'itérer sur cette question métier ou ces questions métiers qui vont orienter, structurer un modèle de données. Et en général, on va, à partir des questions métiers, les noms, les termes, les entités vont devenir des nœuds et les verbes qui les relient entre elles vont devenir des relations pour avoir un modèle intuitif. Et puis, ce modèle va pouvoir être modifié itérativement au cours du temps en fonction des nouvelles questions et des nouvelles questions qu'on se pose. C'est vraiment en passant, je note que la technologie Neo4j est vraiment faite pour les projets agiles, puisque faire évoluer le modèle graph, ça se fait de façon très très simple et on peut superposer une ancienne et une nouvelle version de modèle sans avoir besoin de repasser par un spécialiste DBA ou autre. D'accord ? Alors, je vais décrire un petit peu ce que c'est que l'Innovation Lab. Je peux bien passer au slide suivant. Donc d'abord, c'est une méthode, c'est ce qu'on appelle le graph thinking. C'est au confluent du design thinking et des bases de données graphes. Ensuite, c'est une équipe pluridisciplinaire. Chez Neo4j, on arrive avec 3 personnes. Donc un responsable de labo, facilitateur, un responsable technique, donc en l'occurrence, c'est moi en France en général, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Et puis, un développeur web ou spécialiste des interfaces utilisateurs. Côté client, on va avoir des représentants divers, pluridisciplinaires, des représentants technologiques, des représentants métiers, des représentants de l'expérience utilisateur, etc. Ensuite, l'Innovation Lab, c'est une maîtrise du temps très stricte, décomposée de la façon suivante. Le premier jour, on va faire du graph thinking, donc de la génération de cas d'usage. Et ces cas d'usage, on va les prioriser en fonction de la valeur escomptée. Le deuxième jour, on va passer à tout ce qui est modélisation et maquettage. Donc en général, les équipes se coupent un petit peu en deux. On va avoir des équipes qui vont plus aller sur l'expérience utilisateur et d'autres qui vont plus aller sur le modèle de données graph et l'import de données. Le troisième jour, il est consacré à tout ce qui est prototypage et finalement à rassembler les deux travaux parallèles. D'abord, on va parfaire l'interface utilisateur. Et puis, on va aussi améliorer le modèle graph et connecter les deux. Le troisième jour et demi, il est consacré à produire un livrable. Et ce livrable, c'est une présentation pour des décideurs. C'est le fait de pouvoir tamponner à la fin de l'Innovation Lab. On a un prototype qui peut donner un projet industriel et on va le présenter devant des sponsors. On va faire une restitution. Donc finalement, c'est un outil d'accélération, d'évaluation ultra rapide, qui donne un MVP, un Minimum Viable Product, et qui rend opérationnel les connexions entre les données et qui vous permet de lancer un projet industriel. Et tout ça en 3 jours et demi. Donc, dans l'Innovation Lab spécifique pour Doulou, on a réfléchi sur des questions ouvertes. Comment pourrions-nous faire quelque chose? Et on les a classées en 3 grandes catégories. Éducation thérapeutique du patient, écoute et prise en charge coordonnée et concertée. Et ensuite, ces questions, comment pourrions-nous, on les a priorisées. Et finalement, l'aller-retour constant, itératif entre les questions et le modèle graph nous a permis de consolider notre modèle connecté, d'importer les données et de construire le prototype. Le challenge qu'on a relevé, c'était de consolider des données très éparses et de coordonner différents points de vue.
Et Neo4j, c'est la bonne technologie pour la première problématique, consolider les données éparses. Et l'Innovation Lab, c'est la bonne méthode pour la deuxième, consolider les points de vue. Laurence, vous voulez rajouter quelque chose? Non, on continue. Bon. Alors, moi, j'avais une question pour vous deux. Quels sont finalement les résultats factuels obtenus grâce à cette Innovation Lab? Alors, la première chose, hein, c'est de répondre à la promesse d'avoir un patient qui a plus d'empowerment, qui est plus outillé pour faire face à sa maladie et qui peut plus facilement collaborer avec son équipe de soignants. Ensuite, c'est aller vers une optimisation de l'expérience utilisateur et notamment, on avait réfléchi à un assistant virtuel baptisé Doudou lors de cette Innovation Lab. Et puis enfin, c'est aller vers tout ce qui est recommandations personnalisées, des interfaces encore plus adaptées à la mobilité et surtout à la communication entre patients, mais pas seulement, aussi entre professionnels de santé. C'est vraiment aller vers la gamification, la simplicité de l'expérience utilisateur. Laurence, si tu veux compléter. Oui, je crois que ce qui est intéressant aussi de retenir, c'est qu'on va avoir plusieurs types de recommandations. Alors, je vais peut-être un peu paraphraser ce que dit Nicolas, mais on va avoir des recommandations qui vont être individualisées en fonction de la vie du patient, hein, tout en gardant cette vision systémique pour l'aider à s'autonomiser. On va avoir des recommandations pour modifier ou optimiser son comportement, pour conscientiser. Il va y avoir des recommandations qui vont être orientées sur le patient, mais qui vont être à valider par le soignant. Elles peuvent concerner une alerte médicale, par exemple. On va avoir des recommandations aussi de plateformes. Évidemment que pour avoir et pour raffiner ces recommandations, eh bien, il faut avoir de la donnée, il faut avoir de la data. Donc, le patient, il doit être aussi, on va dire, fidèle ou assidu ou avoir envie d'aller mieux. Ça, c'est aussi le premier point. Et puis, il y a ces recommandations en temps réel qui vont être directement et strictement réservées aux soignants, qui vont concerner donc toute la démarche diagnostique du patient et thérapeutique. Et puis, le soignant, il va avoir accès aussi, par son espace, à tout ce que le patient fait lorsque le patient lui donne l'autorisation. Merci Laurence pour ces précisions. Donc une dernière question pour Laurence. Où en êtes-vous avec Doulou? Quelles sont vos ambitions et vos perspectives? Alors, nos ambitions, nos perspectives. La plateforme est opérationnelle aujourd'hui. On a des inscriptions tous les jours, il y a des patients qui testent et ça nous permet de collecter et d'affiner notre modèle. L'objectif maintenant, c'est de voir plus grand, d'optimiser, de monter à l'échelle et donc de mettre en place des expérimentations qui associent patients et soignants, et pas uniquement patients, pour collecter de la donnée, pour valider, pour entraîner des algorithmes, pour raffiner le modèle. Et tout ça, c'est ensemble que nous le construirons. Alors, aujourd'hui, on a des centres, il faut qu'on aille encore beaucoup plus loin, mais de toute façon, on est en train de travailler, finaliser les protocoles d'expérimentation sur des catégories de patients fibromyalgiques. Nous travaillons effectivement beaucoup avec l'association de patients. Nous travaillons également avec le modèle de douleur neuropathique qui sont plus ou moins neurostimulés, puisque dans notre board, nous avons aussi un neurochirurgien. Et donc, voilà. Moi, j'aimerais bien, Nicolas, que tu puisses renforcer ce message ou le compléter
sur l'enjeu des expérimentations et donc de la collecte de data qui pose toujours beaucoup de questions chez les patients, mais qui aujourd'hui est un élément nécessaire pour faire avancer notre santé, nos modèles de santé, ce d'autant qu'on n'hésite jamais à mettre des messages sur Facebook, alors que c'est peut-être là le plus grand danger. Mais bon, voilà, c'était un joke. Collecter la donnée, c'est essentiel et il ne faut pas avoir peur parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir progresser tous ensemble. Et alors, d'abord, il n'y a pas de confiance sans transparence. C'est vraiment l'opacité du traitement des données qui est un problème aujourd'hui. Et pour les données de santé, c'est d'autant plus essentiel d'avoir des technologies qui peuvent être certifiées sur le traitement des données sensibles. Chez Neo4j, depuis la version 4, on a un framework de sécurité qui permet vraiment de gérer de façon très très fine l'accès aux données. On a même inventé le concept de traverser sans voir. La traversée sans voir, ça veut dire que si j'ai des nœuds dans le graphe et qu'il y a un chemin qui les relie, on peut avoir des rôles d'utilisateurs qui ont le droit de voir les propriétés des nœuds et des relations traversées, alors que d'autres rôles n'ont pas le droit de voir ces propriétés. Et pour autant, ils ont le droit de savoir que les deux nœuds sont reliés. Ça, en auditabilité, dans tout ce qui est compliance, et notamment GDPR et autres réglementations, c'est très, très important de pouvoir avoir des rôles d'audit sans pour autant accéder aux données du patient. Ce que je voulais dire aussi pour compléter ce que disait Laurence, nous, on va avoir un rôle de conseil technologique dans la croissance de Doulou. On veut les aider à grandir, à continuer à les former sur notre technologie et leur permettre d'intégrer plus de données. Et pourquoi ? Parce qu'il s'agit de passer à l'échelle. Il s'agit de pouvoir travailler avec des établissements hospitaliers, atteindre une taille critique de base de données. Et cette taille critique, elle permet d'appliquer des algorithmes de graphes à grande échelle. Donc, l'étape d'après, c'est d'appliquer des algorithmes de graphes de la librairie Graph Data Science de Neo4j. Il y a 6 grandes catégories d'algorithmes. La similarité, donc détecter des patients qui sont similaires et donc faire des recommandations en fonction de ce qu'on a déjà recommandé à l'un, on va pouvoir le recommander à l'autre si vraiment le coefficient de similarité est très fort. C'est détecter les communautés. Voilà, à partir des données, comprendre pourquoi il y a certains ensembles de patients, on parlerait de clusters aujourd'hui, qui réagissent peut-être un peu de la même façon. On a aussi tout ce qui est centralité, donc l'importance d'un nœud dans le graphe. Ça peut être, pourquoi pas, un médicament, pourquoi pas un lieu particulier, un centre de soins. Voilà, comprendre pourquoi un nœud est plus important qu'un autre. Et puis, on a aussi des algorithmes de parcours, pouvoir traverser le graphe en long, en large, en travers. On a des algorithmes de prédiction de liens, comment le graphe va évoluer au cours du temps, essayer de prédire les relations qui vont se former au cours du temps. Et puis, enfin, on a une dernière grande catégorie qui vient d'apparaître, notamment dans la dernière version, dans les 2 dernières versions de la librairie Graph Data Science, qui est ce qu'on appelle les graph embeddings, donc la vectorisation de graphes, pouvoir projeter des graphes sous forme de vecteurs et accéder à toutes les mathématiques autour des vecteurs, pouvoir faire des prédictions plus exactes grâce aux vecteurs. Donc, l'intérêt pour Doulou, ça va être de pouvoir faire des analyses sur tout le graphe et pas seulement sur des parcours de soins particuliers, notamment pour déterminer les tendances, pour une meilleure prise en charge des cohortes de patients, et puis aussi calculer des risques, le risque encouru par des patients lors de certaines pathologies et pour éviter qu'elles ne s'aggravent ou qu'elles dérivent sur d'autres pathologies. À ce sujet, je voudrais partager peut-être une dernière fois mon écran avant qu'on prenne des questions. On a construit des interfaces de démonstration avec nos Neo4j Labs de San Mateo qui montrent des parcours de soins agrégés sur des grosses bases de données. Et on a une base de données synthétique qui s'appelle Synthea, qui est très intéressante. Et puis, vous voyez que là, on peut représenter
toute une cohorte de patients qui sont atteints notamment de fibromyalgie, et puis un certain nombre d'entre eux vont avoir d'autres pathologies, que ce soit la sinusite, polype du côlon, etc. Tout ça. Et on peut ensuite afficher les données sur ces patients de cette sous-cohorte particulière. Donc, examiner au fil du temps, qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle un diagramme de flux ou diagramme de Sankey. C'est assez utile en data vis de pouvoir étudier ça. Et puis, l'autre intérêt aussi, c'est d'identifier les populations à risque en sélectionnant des maladies et puis comprendre quel est le coefficient de risque de différents patients et les classer par score. Donc ça, c'est basé sur la totalité de la base de données. Et à l'intérieur, il y a ce que vous ne voyez pas en boîte noire, on va dire, c'est des algorithmes de graphes qui ont permis de remonter ces scores de risque ou ces différents parcours de soins agrégés pour les patients. Merci Nicolas, merci Laurence. Donc, si vous voulez bien, nous allons passer maintenant aux questions-réponses des participants. Donc, pour amorcer ces questions, il y a eu 3 questions dans le chat que je vais vous livrer. Et après, on ouvrira à une séance de questions-réponses libre. Je vous rappelle également que ce séminaire est enregistré, que vous recevrez donc le lien pour le visualiser et également la présentation. Donc, première question, quelles sont les maladies chroniques prises en charge par votre structure? Aujourd'hui, on a identifié avec des soignants une trentaine de pathologies douloureuses chroniques sur lesquelles nous informons, communiquons. Néanmoins, quand on démarre quelque chose, il est toujours bien de cibler et de ne pas vouloir voir trop grand parce que c'est toujours bien d'affiner autour d'une pathologie. Donc aujourd'hui, il est clair que la fibromyalgie est une maladie représentative de la douleur chronique, donc nous capitalisons sur cette maladie et nous travaillons autour des douleurs neuropathiques qui sont plus ou moins neurostimulées. Voilà les 2 grands modèles de douleur qui finalement est quand même assez large. Alors dans les douleurs neuropathiques, il y a beaucoup de choses. Le SDRC étant une pathologie sur laquelle on a envie de se focaliser. Et ensuite, on pourra étendre à d'autres pathologies. Mais on ne pourra jamais bien faire si on ne se cible pas, si on ne target pas nos maladies douloureuses. Sinon, on s'éparpille et on va devenir du nini. Voilà, donc une autre question. Avez-vous été accompagné par une entreprise pour le design print ou seulement par Neo4j et Doulou? Alors, le design est réalisé, tout le développement est internalisé aujourd'hui chez Doulou. Nous avons tout au démarrage travaillé avec des UX designers indépendants, mais aujourd'hui, tout est fait en interne. Et nous avons optimisé l'expérience utilisateur effectivement en Lab Innovation avec les patients et les soignants. Je pense que la question elle était peut-être sur le design sprint, donc la méthode de design thinking. Et ça, c'est une prestation de Neo4j. En fait, il n'y a pas eu de consultant extérieur sur le design thinking. La sortie du confinement, d'ailleurs, on a mis ça en place. Oui, exactement. En présentiel et aussi à distance. Et ça a été vraiment un exercice très, très, très intéressant. Une question plus générale par rapport à Neo4j. Pourriez-vous prévoir dans les années à venir les nouveaux virus à l'échelle mondiale à l'aide de la base de données graphes actuelle en utilisant les graphes Neo4j? Ce serait pas mal, hein. La réponse est oui. Ça nous éviterait beaucoup de déboires. Non, mais ensuite, je vous invite, alors la question est tout à fait pertinente. Je vous invite à regarder déjà ce qui a été fait sur le Covid Graph, notamment avec le docteur Michael Jarache. Et tous les graphes de connaissances qui ont été constitués pour apporter de l'information pertinente durant la crise du Covid. Ça ne veut pas dire que on saura
on saura prévoir aussi bien que ça les pandémies mondiales. Quoique, parce que finalement, si on a suffisamment d'informations sur ce qui se passe maintenant, bah, y a des chances qu'on puisse arriver à prédire un certain nombre de choses. Mais voilà, le coronavirus, ça reste quelque chose qui a été une grosse surprise pour pas mal de monde. Mais en tout cas, sans rentrer dans le fantasme de savoir tout prédire, je ne pense pas qu'on en soit encore là. On sait réagir très vite. Et dans notre conférence hier, Notes, où vous pouvez regarder un certain nombre de replays, il y a une entreprise philippine qui avait 10% de ses salariés touchés par le Covid et qui a réussi à faire de la continuité d'activité. En organisant notamment par un système de badge et de QR code la présence dans l'entreprise en fonction de l'état de santé, les tests qui étaient effectués de façon très très organisée. Donc, je pense que réagir au plus possible en temps réel pour minimiser l'impact, que ce soit sur l'économie, sur la santé, sur la planète en général, c'est comment dire, des systèmes comme Neo4j qui sont capables de gérer justement une analyse de systèmes complexes, une analyse systémique, qui sont les technologies à choisir. Nicolas, merci pour la réponse. La régie m'indique qu'il y a une dernière question via le chat avant d'ouvrir les micros pour les séances libres. Donc, avec les bases de données, en utilisant les algorithmes, utilisez-vous les plateformes des systèmes Google Edge et Amazon? Alors, c'est une bonne question. Je vais essayer d'être précis là-dessus. En fait, premièrement, on est présent sur tous les clouds. Donc, on peut installer du Neo4j sur du Gamma Azure, donc Google, GCP, AWS et Azure. Mais on est également capable d'appeler à partir de procédures stockées qu'on appelle les APOC. On peut appeler aussi des systèmes de traitement automatique des langues. Donc, on peut comme ça traiter dans GCP ou dans Azure ou dans AWS des textes bruts pour en faire des graphes de connaissances. Et ça en quelques commandes Cypher, qui est le langage de Neo4j. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais en tout cas, on peut bien appeler des systèmes de machine learning de chez Google, de chez Amazon, de chez Azure, pour ensuite les intégrer dans un graphe de connaissances. Tu vas pouvoir te refaire, Nicolas, avec une dernière question. Pouvez-vous en dire un peu plus sur la prédiction des liens, le calcul du score de risque et la prédiction des risques? Oui, alors la prédiction de liens, il y a des algorithmes comme Hadamard, par exemple. Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez que je sois très populaire et que j'ai plein d'amis. La probabilité pour que deux amis à moi se rencontrent est finalement assez forte et c'est presque un non-événement parce qu'il y a plein de soirées chez moi, donc, enfin, surtout en ce moment. Donc, je vais avoir cette probabilité qui est plutôt forte. A contrario, si je suis un ours, que je reste dans ma tanière et que je vois très peu de monde, que j'ai très peu d'amis, la probabilité pour que deux connaissances se rencontrent, donc pour qu'il y ait un triangle entre moi et ces deux connaissances et que ce triangle se referme, eh bien, elle est beaucoup plus faible. Donc, finalement, la prédiction de lien, ça va être prédire la probabilité qu'une relation se crée alors qu'elle n'existe pas encore. Pour ça, on regarde l'évolution du graphe au cours du temps. De même, on pourrait essayer de prédire que des professionnels de santé vont rentrer en relation ou que des patients vont rentrer en relation via une association pour un certain nombre de raisons, et notamment la similarité de leur pathologie, leur goût pour certaines formations d'empowerment sur les maladies, etc., etc.
Très bien, ben, je pense que notre séminaire s'achève. Là, il est midi, donc félicitations pour le timing. À moins que quelqu'un veuille poser une question en Oui, ligne. Pascal, j'aurais aimé terminer sur une note et notamment répondre de manière plus globale. Je crois qu'aujourd'hui, montrer qu'on a pas mal, eh bien, nous devons partir maintenant en expérimentation plus large pour, raffiner les modèles, comme l'a souligné Nicolas tout à l'heure, et puis montrer, valider, euh, ajuster, et c'est tous ensemble qu'on le fera. C'est pas Doulou tout seul. Doulou sans les patients n'est rien, Doulou sans les soignants n'est rien, et nous devons ensemble tous travailler pour réussir à quelque chose de hyper construit. Donc aujourd'hui, on a de jolies fondations avec une technologie au cœur qui est le moteur, avec toute cette démarche innovante. Et c'est avec vous tous qu'on pourra aller plus loin. Nous avons de grandes ambitions chez Doulou. Neo4j est avec nous. Et voilà, je crois que maintenant, il faut tous s'associer si on veut que la santé de demain change.